Bonjour, bienvenue, merci de votre présence à cette session Changeons de modèle économique et civilisationnel. Je suis Adrien Tricorneau, je suis consultant en communication après avoir été 30 ans journaliste, personne n'est parfait et c'est la raison pour laquelle je vais essayer de modérer ce débat en laissant toute la place qu'il mérite à nos invités. Donc je vous les présente en premier. Donc, pour commencer, sur votre gauche, Anne-Sophie Beauvais est à la fois normalienne et diplômée de l'ESSEC, elle est rédactrice en chef de Philonomiste, il y a de philosophie consacrée à l'économie de Philosophie Magazine. Elle a aussi lancé Philosophie Magazine en Allemagne. À côté d'elle, Christophe Simpels, qui nous vient de Montsartou, dans l'arrière-pays grassois, et qui a fondé et qui est directeur général de l'UMIA, qui est à la fois un institut de recherche-action sur les transitions dont on va parler, et de formation des cadres dirigeants. Et puis alors les deux messieurs qui sont sur la droite, bien que jeunes, c'est du très très lourd au niveau économique, puisque nous avons Adrien Couret, qui est le directeur, excusez-moi pour cette familiarité, qui est le directeur général de AEMA Group. AEMA Group, c'est la holding 5e assureur de France qui est au-dessus de la Massif, de Aesio Mutuel et d'Abeille Assurance et encore d'autres entreprises, j'en passe, 11 millions d'assurés, donc un des assureurs principaux. Et puis je continue avec du lourd, si je puis m'exprimer ainsi, dans le bon sens du terme. Donc avec Axel Rebaudière, vous êtes directeur général de KPMG France, où vous avez une attention toute particulière au développement des entreprises de taille intermédiaire. Avant de lancer le débat, et je demanderai à notre philosophe de demander pourquoi est-ce qu'on se pose cette question aujourd'hui de changer de modèle économique et civilisationnel, pourquoi aujourd'hui, à cette date précise, comment est-ce qu'on le fait. D'abord, je voudrais juste vous demander, est-ce que vous avez, comme moi, espéré que pendant le Covid, que le monde d'après serait meilleur que le monde d'avant? Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez lever la main? Et alors, ce que je vous demanderai pas, c'est est-ce que vous êtes content du résultat? Parce que pour l'instant, je pense que comme moi, vous êtes un peu déçus, mais c'est pour ça qu'il faut continuer à se mobiliser. Et donc, je laisse la parole à Anne-Sophie. Oui. Ah oui, effectivement, c'est mieux avec le micro. Oui, alors pourquoi est-ce qu'on se pose cette question là maintenant, enfin maintenant aujourd'hui, on va dire plutôt depuis quelques années. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'avec la crise du Covid récemment, et puis avec toute une série d'événements, comme la guerre en Ukraine, puis là actuellement les préoccupations aiguës de la crise écologique, on s'est retrouvé finalement pour la première fois depuis des décennies, à se poser la question du caractère essentiel ou non de certaines activités. Pendant le Covid, bon, vous n'êtes pas sans savoir, vous avez peut-être été dans ce cas comme moi, à devoir rester chez vous parce que votre activité était considérée comme non essentielle, voilà, ce qui est très, très, très blessant lorsqu'on ne travaille pas dans la santé, par exemple. Et cet événement a fait tomber j'appellerais ça le tabou du caractère subjectif de l'utilité. Je m'explique, normalement en microéconomie, l'utilité, elle est définie par la somme des préférences des consommateurs. Donc est utile ce qui s'achète, ce qui se vend par définition. Or, pour la première fois, on s'est interrogé sur finalement la possibilité de définir certaines activités comme étant objectivement utiles ou en tout cas indispensables à la survie humaine. Et il me semble que ce passage, enfin finalement cet événement qui a finalement une déflagration énorme dans notre système économique. Ça n'était pas arrivé depuis, je dirais depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'on se permette de fermer des pans entiers de l'économie et d'en réquisitionner d'autres. Finalement, ça met fin à ce que l'économiste Karl Polanyi, qui avait écrit La Grande Transformation en 1953, appelait le désencastrement de l'économie, c'est-à-dire le fait que l'économie, avec la révolution industrielle, s'était émancipée des relations sociales. Avant, l'économie était, disait-il, subordonnée. Alors, subordonnée à tout un tas de valeurs supérieures à la production économique. Or, cette économie, disait Polanyi, finalement, elle avait pris son indépendance. Elle s'était imposée comme un domaine qui pouvait s'autoréguler, qui pouvait vivre de lui-même et qui se justifiait en lui-même. Or,
ce caractère autorégulateur de l'économie, déjà Polanyi le disait, ça ne peut conduire finalement qu'à la fin des relations humaines et ça ne peut conduire qu'à un monde qui ne peut pas survivre, dans lequel la nature ne peut pas survivre. Donc déjà, il sentait le problème. Et nous, aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans une situation avec le Covid où l'économie a été brutalement subordonnée à un idéal supérieur, la santé. Avec la guerre en Ukraine, on se retrouve dans une situation où on se remet à parler de notions, par exemple, comme la souveraineté, qui était une notion taboue, oubliée, sacrifiée depuis bien longtemps sur l'autel du libre-échange. Et avec la crise écologique, on se retrouve encore une fois à devoir subordonner l'économie à un idéal supérieur qui est tout simplement la survie non seulement de l'espèce humaine, mais du vivant en général. Et donc, je dirais que voilà, il y a un tabou qui a été voilà, auquel on s'est attaqué et on ne pourra pas revenir, me semble-t-il, à un modèle où l'économie, entre guillemets, passe avant tout, où tant que les affaires fonctionnent, tout fonctionne. Et donc la question c'est voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir changer de modèle? Est-ce que ça peut passer seulement par la pression des consommateurs? Il me semble que non. Là, on arrive à une maturité sociétale où à la fois les chefs d'entreprise sont obligés de se saisir de ces enjeux, de se demander ce pourquoi ils travaillent, et non pas seulement pour le profit, évidemment, et non pas seulement pour le consommateur. Et enfin, évidemment, au niveau étatique, au niveau démocratique, on se retrouve à imaginer une régulation et un réencastrement de l'économie, une reprise en main de manière absolument inédite. Merci Anne-Sophie. Alors effectivement, il y a des modèles d'entreprise, l'économie est plurielle, et il y a peut-être des modèles d'entreprise qui nous donnent des pistes pour cette nouvelle orientation, cette bifurcation dont vous parlez. Le premier qu'on va examiner avec vous, Adrien Courret, c'est l'entreprise mutualiste. Vous avez écrit un livre récemment qui s'appelle « Tous sociétaires ». Et pour revenir sur le titre exact, le mutualisme, un modèle pour la société du XXIe siècle. Est-ce que justement ça vous donne des pistes dans cette évolution? Oui, effectivement, quand on se pose la question du changement de modèle économique et civilisationnel, tout se passe comme si on était seulement tourné vers l'avenir et qu'on devait partir d'une page blanche. Or, la réalité passée, la réalité même d'aujourd'hui, fait que les modèles d'entreprise dépassent très largement le modèle de la boîte du CAC 40 qui amène souvent des controverses. Et c'est ce que l'entreprise mutualiste exprime. Est-ce que vous savez pourquoi, finalement, en France, on est le pays en Europe où les tarifs, les cotisations d'assurance automobile sont les moins chères et les garanties les plus couvrantes? C'est parce qu'on est le pays où le modèle mutualiste est le plus présent dans ce secteur de l'assurance. Et ce modèle mutualiste, parce c'est une forme d'entreprise différente, qui a une gouvernance différente, eh bien, il permet, pour reprendre votre expression, de réaligner l'économique et le social, ou de faire en sorte que l'économique ne vive pas sa vie indépendamment. Qu'est-ce que c'est le modèle mutualiste? Tout simplement, une entreprise mutualiste, c'est une entreprise qui est gouvernée par des représentants à l'Assemblée générale, au conseil d'administration, qui sont les assurés. Donc c'est une gouvernance qui n'est pas réalisée par des actionnaires financiers, et les personnes qui portent l'orientation, qui contrôlent l'activité, sont des personnes qui ne sont pas professionnelles, elles viennent quelque part de la base. Le deuxième aspect qui est important, c'est le fait que finalement, par cette structure-là, nous sommes un groupe composé de mutuelles, comme vous l'avez rappelé, qui ne sont pas gouvernés par des actionnaires financiers, et donc dans lequel l'objectif économique, il est présent. C'est un objectif, il faut bien gagner de l'argent pour prévoir de payer des sinistres, de réparer des maisons, de réparer de la santé à l'avenir, mais cet objectif, il n'est pas premier. Et la gouvernance rappelle souvent que finalement, quand on fait quelque chose, c'est d'abord pour répondre à un besoin qui est un besoin socialement exprimé, de protection, de réparation et de prévention. Ces éléments-là, ils sont très forts, et quand on prend historiquement la façon dont l'assurance automobile, mais je pourrais faire le même développement en assurance santé ou en assurance vie, c'est fait, qu'ont apporté les mutuelles quand elles ont débarqué dans les années 60, la Massif, la Matmut, la Maïf et tant d'autres, elles ont apporté une façon de voir la technique d'assurance, la technique de protection, réalignée avec le social. Par exemple, le fait de partager les risques, de mutualiser les risques. On doit organiser des solidarités, des péréquations au sein d'une population d'assurés. Par exemple, à l'époque, quand ces mutuelles se créaient dans les années 60, finalement, les acteurs qui existaient, qui étaient plutôt des acteurs privés et cotés, se servaient pas mal de marge sur la distribution. Eh bien, les mutuelles d'assurance, elles ont apporté une distribution salariée qui coûtait moins cher. Ça fait que ces mutuelles, elles ont tiré le marché vers un mieux-disant de tarifs, un mieux-disant de protection, qui explique cette différence par rapport à aujourd'hui. Donc ça existe, on peut changer les règles du jeu.
avec des modèles d'entreprise différents. Et là, je vous parle un peu du passé, mais ça a quand même une résonance aujourd'hui. Nos groupes mutualistes, finalement, sont des groupes indépendants. Nous ne sommes gouvernés que par nous-mêmes, que par nos sociétaires. Nous ne prenons pas nos ordres dans des groupes bancaires, nous ne prenons pas nos ordres à l'étranger, à l'international. Et dans le monde d'aujourd'hui, cette question du réancrage de l'économique par rapport à social, cette notion d'indépendance des acteurs économiques est extrêmement importante. Et c'est quelque chose aujourd'hui que nous déployons, par exemple, sur la question de la finance responsable. Nous portons l'idée que la finance responsable, ce ne sont pas seulement des critères auxquels on se conforme, c'est une attitude d'entreprise qui prend la parole dans la société pour dire quand il se trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas, quand la politique climatique d'un énergéticien ne va pas, par exemple, quand la politique sociale d'un opérateur téléphonique ne va pas non plus. Donc, ces modèles existent, ils peuvent être une source d'inspiration, et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer dans mon ouvrage, pour tous les enjeux d'aujourd'hui. La biodiversité des acteurs économiques, elle est beaucoup plus large que celle qu'on imagine quand on regarde finalement simplement dans la presse, c'est pas pour blâmer les journalistes, mais le débat ambiant. Donc l'entreprise mutualiste peut être un modèle parmi d'autres pour avancer. Merci Adrien. Et on va d'ailleurs examiner un autre modèle, donc avec Axel Rebaudière. On en parle, c'est plus récent. L'entreprise à mission KPMG France, vous avez décidé de devenir une entreprise à mission. Vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi et qu'est-ce que ça change? Oui, alors effectivement, la question, Adrien, que vous avez posée sur comment est-ce qu'on fait pour que le monde d'après ne ressemble pas, je dirais, au monde d'avant, ben on se l'est posé au sortir de la crise Covid, où on s'est aperçu qu'effectivement, un certain nombre de changements d'habitude que l'on avait prises avec cette crise, ben très vite, on reprenait les bonnes vieilles habitudes, je dirais, d'avant. Et donc, on a réfléchi aux différents modèles d'entreprise qui pourraient, je dirais, nous permettre d'ancrer dans la durée un certain nombre de bonnes attitudes et de bonnes habitudes que l'on a lorsque un événement nous touche. Comment est-ce qu'on fait pour qu'au quotidien, de manière récurrente, je dirais, ces bonnes habitudes persistent. Et donc, on a interrogé nos parties prenantes, on a fait travailler aussi les nouvelles générations, donc on a monté un comité de nouvelle génération au sein de l'entreprise, et puis est apparu ce modèle de l'entreprise à mission. On a mis 6 mois pour vraiment le travailler en profondeur, et on a voté au mois de mai, donc avec l'ensemble de nos actionnaires, le passage, donc entreprise à mission, qui est un passage qui n'est pas neutre, puisque c'est un vote de l'ensemble des actionnaires et une inscription dans les statuts. Donc concrètement, on a défini une raison d'être, donc qui correspond à notre identité et au rôle que l'on souhaite jouer dans la société. Et puis, on a défini des objectifs de mission qui eux aussi sont inscrits dans les statuts et pour lesquels on va avoir, je dirais, chaque année une évaluation. Et donc, ce que cela nous a permis, c'est d'abord d'aligner la vision avec nos actionnaires, qui sont aussi nos associés, mais c'est important, cette vertu d'alignement, pour pouvoir derrière, je dirais, prendre des actions rapides. Le passage de l'intention à l'action, je pense que vous tous, vous connaissez je dirais, ce paradigme, hein. On est toujours pavé de bonnes intentions, mais ce passage à l'action est toujours difficile. Donc l'alignement préalable avec l'ensemble des actionnaires nous a permis, de manière très concrète, d'engager un certain nombre de mesures, je dirais, qui font du bien à la fois à nos collaborateurs, mais aussi à la société. Je prends une mesure qu'on a annoncée au 1er octobre, qui est la semaine parentale de 4 jours. Et donc, partant du constat que nos collaborateurs, donc hommes, papa ou maman, en rentrant je dirais, après la naissance de l'enfant, il y a toute une période qui est très délicate à gérer sur la première année de cette naissance. Eh bien, on offre la possibilité de passer en 4/5e, payé à 100%, qui permet donc aux papas et aux mamans, hein, donc vraiment, on s'adresse aux deux publics, je dirais, de pouvoir s'organiser dans cette période, je dirais, un petit peu délicate, hein, où tout change pour ces papas ou ces mamans. Et donc, voilà, ça c'est une mesure.
dans un monde, je dirais, dans le monde d'avant, on aurait mis 1 an à étudier la mesure, encore 1 année à en mesurer les impacts et puis 1 année à le mettre en œuvre. En 3 mois, on a su mobiliser l'ensemble, je dirais, de nos associés, l'ensemble de nos collaborateurs pour que cette mesure, on puisse l'appliquer de manière très pratique dans l'entreprise. Donc voilà, ça c'est un exemple concret d'alignement entre actionnaires, direction, parties prenantes. Dans les parties prenantes, on a l'ensemble de nos collaborateurs qui permet d'agir vite. Merci beaucoup Axel. Et bien après donc, ces 2 premiers statuts qui sont connus et juridiques, et pour le premier ancien, le mutualisme, pour l'entreprise à mission, c'est la loi Pacte, c'est plus récent. Maintenant, on va parler de quelque chose qui n'est pas défini par la loi, c'est l'entreprise régénérative. Pardon, Christophe Sempels. Tout à fait, merci Adrien. L'entreprise régénérative, c'est une entreprise qui va changer de paradigme en matière de responsabilité. La responsabilité d'une entreprise s'exprime souvent à travers la recherche d'une réduction de ses impacts négatifs, les impacts qu'elle peut faire peser sur les écosystèmes, sur la société. Avec l'entreprise régénérative, on va chercher à aller un pas significativement plus loin en cherchant à générer des impacts positifs nets sur les écosystèmes et sur la société. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire séquestrer davantage de carbone que ce qu'on en émet, ça veut dire renaturer, régénérer, restaurer de la biodiversité, renforcer des services écosystémiques, œuvrer à la régénération des sols, à la régénération des océans, mais également, sur un plan social, renforcer la santé, la sécurité, soutenir l'inclusion, la cohésion, bref, essayer d'abonder positivement à la société. Alors une fois que j'ai dit ça, ça paraît joli sur papier, mais concrètement, comment on y va? À ISO modèle économique, cet objectif est absolument inatteignable. Cet objectif est absolument inatteignable. Pourquoi? Parce que quand on observe les modèles économiques des entreprises, la manière dont ils organisent leur architecture de valeur, la manière dont ils mettent en marché, se rémunèrent sur cette mise en marché, on constate que les modèles économiques, pour leur très grande majorité, sont construits sur des logiques volumiques à visée de croissance. Pour qu'une entreprise se développe, elle doit vendre plus de quelque chose, et ce quelque chose est systématiquement adossé à de la matière première ou de l'énergie. Donc on a une forme d'impasse à penser l'articulation entre l'entreprise et l'environnement, mais même sur un plan économique, une forme d'impasse, puisque ces modèles vont avoir besoin de marchés, de sous-jacents eux-mêmes en croissance pour exprimer et soutenir leur dynamique de développement. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate que de décennie en décennie, les taux de croissance des marchés ne cessent de baisser, ce qui est parfaitement logique, puisque les marchés finissent par saturer. Quand on a tout ce qu'il nous faut, on ne va pas s'équiper de 50 frigos, un ou à la rigueur 2, ça suffit. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'il va falloir essayer de se dégager de cette affaire volumique. Comment on peut le faire? On a plusieurs points d'appui. On a ce qu'on appelle des modèles serviciels, des modèles économiques à impact. Si je vous donne un exemple un peu concret, si je suis un vendeur de produits phytosanitaires à destination du monde agricole, je n'ai absolument aucun intérêt à encourager la réduction du volume de produits, puisque je suis rémunéré par les produits que je mets en marché. Si je transforme mon modèle économique, que je vends désormais une solution de protection de culture facturée à l'hectare, le produit devient un coût que j'ai intérêt à minimiser. J'ai donc changé la dynamique interne du modèle économique, et c'est cette fois la réduction des volumes qui va participer à ma rentabilité. Alors c'est ces logiques qu'on a mises en œuvre, par exemple, dans l'accompagnement d'un gestionnaire d'espaces verts qui fait de la maîtrise de végétation pour le compte de grandes infrastructures routières, ferroviaires, et qui, avec ce type de raisonnement, a radicalement transformé son modèle économique et, sur la première année de mise à l'épreuve, a pu réduire d'un facteur 20, divisé par 20, la quantité de produits phytosanitaires mis en marché. Alors ça ne nous rend pas encore régénératif. Parce que là, je réduis de l'impact négatif. Donc pour aller vers le régénératif, il faut d'abord interroger ce que ça veut dire. Si je prends un vase et que je casse le vase, ce vase ne va pas se réparer, se régénérer par lui-même de manière spontanée. Si en cuisinant je me coupe, va s'engager un processus de régénération de mes cellules de manière spontanée et naturelle, sans que je n'ai rien à faire. Après 4, 5, 10 jours, la coupure aura complètement disparu. Qu'est-ce que ça nous donne comme leçon?
La leçon, c'est que seul le vivant est en capacité de se régénérer. Donc appliquer le concept de régénération à une technologie n'a pas de sens. On peut au mieux la réparer, on peut la maintenir, mais on ne peut pas la régénérer. Elle n'a pas cette capacité de régénération spontanée. Et donc, une fois qu'on a dit ça, l'entreprise régénérative, elle va devoir se reconnecter au vivant, se reconnecter à cette puissance intrinsèquement régénérative du vivant et créer les conditions permettant au vivant d'exprimer ce potentiel régénérateur. Alors, une fois que j'ai dit ça, on voit à peu près ce que ça veut dire pour une entreprise connectée au vivant. Si je suis une exploitation agricole, je peux mettre en œuvre des pratiques de production, des systèmes de production qui vont soutenir le vivant. Okay, mais quand je suis une entreprise déconnectée au vivant, je suis une fonderie par exemple, je suis un industriel, un prestataire de services, il va falloir que j'identifie des portes de reconnexion au vivant. Et croyez-moi, c'est possible, hein, ce n'est pas farfelu. On peut s'y reconnecter par les infrastructures, par les équipements, par les processus de production, par le sourcing. Le plus souvent, néanmoins, on va avoir du mal à être régénératif sur son périmètre propre. Une fonderie aura du mal sur sa seule activité à être pleinement régénérative. Elle va devoir rejoindre ou constituer autour d'elle un écosystème coopératif d'acteurs, nouer des partenariats avec des entreprises dont certaines sont connectées au vivant. Et cette ambition régénérative pourra alors s'exprimer à l'échelle de cet écosystème coopératif. Donc voilà un peu la logique. Merci beaucoup Christophe et merci à nos 4 intervenants d'avoir été très courts, ce qui était difficile pour poser le débat et que ça puisse devenir interactif. Néanmoins, si vous voulez réagir entre vous sur ce que l'un ou l'autre a dit, je vous laisse 2 minutes et après, ça va être à vous. Parce que j'imagine que vous êtes interpellés par ce qui a été dit. Moi, je trouve passionnante l'approche que vous présentez, Christophe Sempels, parce que finalement, ça montre bien comment nous avons changé de vision par rapport à ce qu'on pourrait appeler la nature, hein, pour le dire très vite. C'est-à-dire que pendant longtemps, on considérait le rapport entre les espèces comme étant de l'ordre de la compétition. Voilà, c'était le modèle darwinien, qui ensuite a fait place, plus récemment, à un modèle fondé sur la symbiose. C'est-à-dire, alors ça avait déjà été pensé par Kropotkin au XIXe siècle, après Darwin, qui déjà s'était dit quand même cette histoire de compétition, le rapport entre les espèces ne peut pas se réduire à cela. Et plus récemment, dans les années 60, c'est Lynn Margulis qui a inspiré notamment l'hypothèse Gaïa de James Lovelock, qui a repris Bruno Latour, bref, a pensé la manière dont on ne pouvait plus penser finalement l'organisme ou l'espèce comme étant individuel et séparé de son environnement. Le terme même d'environnement déjà pose problème parce que ça suppose qu'on est au centre du monde et qu'on agit tel un acteur sur finalement de la matière morte. Et elle a mis en valeur la manière dont nous vivions nous-mêmes, nos organismes en symbiose avec tout ce qu'elle appelait des communautés microbiennes. Voilà, vous savez que vous avez des milliards de bactéries dans votre ventre, etc. Et avec cette notion de régénération, je trouve qu'il y a vraiment une nouvelle pensée de l'entreprise qui est intéressante, parce que c'est l'entreprise comme étant elle-même un organisme qui vit en symbiose avec le vivant. Voilà, on n'est plus seulement en train d'essayer de protéger telle espèce qu'on trouve mignonne, voilà, les pandas ou les dauphins quelque part, mais on essaye voilà, finalement de répondre à la thématique de la décroissance, qui est impensable. Hein. Aristote disait qu'il n'y a pas de contraire à la décroissance, ça n'existe pas. Le contraire de la croissance, c'est la dégénérescence, philosophiquement. Donc c'est assez terrifiant comme perspective d'être dans une phase de dégénérescence. Or, c'est dans la dégénérescence, dans la corruption même, dans le pourri, dans le moisi, disaient les philosophes antiques, que renaissait la vie, que renaissait finalement, qu'était possible la régénération par le vivant. Et il y a énormément d'initiatives qui vont en ce sens, voilà, des entrepreneurs qui essayent de créer des nouveaux matériaux de construction à partir de déchets organiques, par exemple, voilà, qui produisent de la matière, mais de la matière qui n'est plus de la matière inerte, qui est de la vie, voilà, conçue comme un continuum. Donc, moi, je trouve ça passionnant. Merci Adrien, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'écoutais Christophe et j'avoue que je ne connaissais pas le concept d'entreprise ou d'économie régénérative avant la préparation de cette table ronde. Et en vous écoutant, je me suis dit, mais finalement, il y a bien un secteur aujourd'hui qui contribue régulièrement à la régénération de cette économie. Ce secteur, c'est l'assurance. C'est l'assurance, bien sûr, bien sûr. Vous prenez l'image de la coupure et de la réparation. Vous avez une catastrophe naturelle qui survient, un territoire qui est dévasté.
Quel est l'acteur qui intervient et qui fédère derrière tous les écosystèmes publics, privés, de réparation, pour reconstruire, se poser la question dont on doit reconstruire. Est-ce qu'on doit reconstruire à l'identique, au même endroit, pour refaire les mêmes erreurs? Est-ce qu'on doit utiliser des choses recréées ou réemployées? La question du réemploi en assurance dans la réparation est extrêmement importante. Donc je tire le fil, et ça n'est pas qu'instrumental, c'est réel. Nous sommes une économie de la régénération, peut-être insuffisamment, imparfaitement, mais voilà, il y a des secteurs aujourd'hui qui peuvent mobiliser des expertises autour de ça. Merci. Peut-être un mot par rapport à ça. Effectivement, le secteur de l'assurance offre l'opportunité de rebâtir des actifs détruits selon des principes nouveaux. Et en ça, il constitue une opportunité assez inédite. Et il y a très peu d'acteurs qui offrent ces marges de manœuvre-là. Donc effectivement, je vous rejoins, il faut qu'on discute un peu plus d'ailleurs, je vous rejoins sur ces initiatives. Qu'est-ce qu'on constate? On constate aujourd'hui apparaître de nouvelles classes d'assurance qui couvrent de nouveaux risques. On a par exemple aujourd'hui des assurances qui s'engagent au service de la régénération des barrières de corail après des catastrophes naturelles. Donc ça veut dire que voilà, le secteur de l'assurance développe aujourd'hui des offres qui sont directement à visée régénérative des écosystèmes qui auraient été endommagés. Donc voilà, de jolies voies à explorer, effectivement. Merci. On va peut-être commencer la co-construction des idées. Alors, il y a Mathilde Noëls, qui est étudiante à l'ESCP, qui doit venir nous poser les questions. Vous êtes là, montez sur scène. Les questions du panel jeune, si ça vous convient. Et le temps que vous montiez, j'ai une première question ici, madame. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, Anne Ferrier. J'ai été anciennement responsable biodiversité et espaces naturels pour le port de Marseille-Fos. Donc, je tentais de gérer des espaces naturels en pleine zone industrielle. Et donc, j'étais régulièrement en lien avec les industriels et les aménageurs. J'estimais à l'époque que le port de Marseille-Fos, en tant qu'établissement public de l'État, avait une responsabilité importante puisque l'État déconcentrait sur le territoire. J'ai fini par quitter au bord du burn-out parce que je me battais dans une guerre de tranchées entre les écolos, voilà, et les industriels, et moi j'étais au milieu. Alors aujourd'hui je porte voilà, une activité indépendante, mais ce que Christophe tu as évoqué, ça m'a fait penser à l'époque aux études d'impact que j'accompagnais. J'étais pas bureau d'études évidemment, mais j'étais dans la structure du port, et à l'époque je disais mais c'est le minimum syndical. Les études d'impact et les espèces protégées, c'est les espèces parapluies. Parce que c'est parce qu'il y avait une espèce protégée et on essayait d'en trouver une avec mes collègues écolos en disant purée, si on en trouve une, c'est bon, on va pouvoir faire quelque chose de moins dégueulasse. Mais on en était toujours là et c'était les débats de combien vaut la Joconde. Ce sont les exemples que donnaient et que donnent certainement encore mes collègues de l'écologie biodiversité par l'axe Biodib. Et là, je me dis, avec ce que tu appelles aujourd'hui l'économie régénérative, ça serait aller plus loin, vraiment bien plus loin, et alléluia, mais comment justement toi, où tu en es dans tes relations avec le ministère de l'écologie, avec voilà, cette tête quelque part qui a un impact important, et les aménageurs tels que le port pour passer par cette entrée. Merci beaucoup. Merci pour votre question qui s'adresse donc, on l'a compris, à Christophe. Je vais essayer d'être concis. Alors on a aujourd'hui deux grands ports d'entrée pour expérimenter, déployer le concept de régénération, celui de l'entreprise que je viens de vous évoquer, mais également celui du territoire, puisque le territoire peut initier ou participer à des efforts de régénération socio-écologique dans ses périmètres géographiques propres et à travers les écosystèmes qui y sont représentés. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui on travaille beaucoup avec des collectivités territoriales, et on essaye de mettre en œuvre des dynamiques de coopération publique-privée qui visent à changer un peu ce paradigme du rapport de l'entreprise au territoire, puisque ce qui est intéressant avec l'entreprise régénérative, c'est qu'elle va ancrer son action de régénération dans des espaces physiques et donc dans les territoires. Donc la relation que l'entreprise va entretenir avec ces territoires de consommation, de production, est à réinventer, est à réexaminer. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille et on a de jolies expérimentations en cours, notamment dans les Alpes-Maritimes, où on a un projet qui vise à essayer d'initier ce type de coopération sur 56% du territoire. On travaille avec 3 comités d'agglomération, une communauté de communes. Alors, un cran plus haut,
On ne peut pas être tous sur tous les dossiers, mais on coopère avec beaucoup de gens. On coopère notamment avec la Convention des entreprises pour le climat. On a fait plein de choses. Et la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, dont il y a des têtes connues dans la salle, et je les salue, mène un combat extrêmement actif et engagé pour faire bouger les lignes en faveur de la régénération au niveau de ces institutions publiques que sont les ministères, l'administration publique, les corps intermédiaires, etc. Donc voilà, on y va avec énergie. Avec énergie et conviction. Alors, une première question du panel jeune, dont la porte-parole est Mathilde Noël, étudiante à l'ESCP. Alors, oui, c'est bon. Déjà, je voulais vous remercier pour ce que vous avez dit, parce qu'encore une fois, c'était très intéressant et très pertinent. Moi, j'ai une question qui est la suivante. Par rapport à ce que vous avez dit au sujet des entreprises régénératives, est-ce que les actionnaires sont assez engagés pour laisser faire ce genre de transition? Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à investir, etc. Est-ce qu'ils sont assez engagés? On va peut-être demander au directeur général de KPMG de nous dire ce qu'il en pense. Nous ne sommes pas encore une entreprise régénérative, mais je prends note qu'il faut qu'on se voit pour en parler. Mais sur l'engagement des actionnaires, il y a un sujet important qui est effectivement, si on veut ancrer un certain nombre d'actions dans la durée, et nous on l'a vécu, le passage entreprise à mission permet quelque part, d'avoir ce dialogue avec l'actionnaire une fois, et ensuite d'inscrire à la fois raison d'être et objectif de mission dans nos statuts. Et quelque part d'éviter ce qu'on a vu pour certaines entreprises ou groupes, d'avoir des revirements de stratégie lorsque l'actionnaire, en particulier parfois l'actionnaire financier, se dit que finalement la performance économique est peut-être plus importante que la performance économique et sociale. L'entreprise à mission permet d'avoir ce dialogue au début, au démarrage, d'inscrire ensuite dans les statuts les changements que l'on souhaite opérer, tant au niveau de la raison d'être que des objectifs de mission, et quelque part derrière, vraiment d'ancrer les actions dans la durée, et non pas de se voir opposer à chaque assemblée générale un certain nombre de revirements stratégiques. Voilà, donc ça c'est effectivement... Les actionnaires ne sont probablement pas assez engagés, mais au-delà de cet engagement, je pense qu'il faut adopter des statuts d'entreprise qui permettent ensuite d'ancrer les actions dans la durée. Merci Axel. J'ai une question ici avant de passer à une deuxième question jeune, et puis encore à 2 questions de main levée. Merci, bonjour. Jérôme Juvelin, Humanao. Pour faire la transition avec la conférence qu'il y avait avant, en fait, sur le passage à l'action, il y avait une question de vitesse. Et cette question de vitesse, en fait, a abouti à la conclusion qu'il fallait, pour avoir des ruptures, on a cité l'exemple du Covid, notamment, qui a permis de transformer fondamentalement notre regard et nos comportements. Et donc, la question, c'était pour le passage à l'action, et cette question s'adresse principalement aux messieurs de KPMG et d'Aesio. En tant que décideur dirigeant, avec toute la complexité qu'il y a dans le passage à l'action, finalement, dans le modèle économique, qu'est-ce que vous pourriez éventuellement envisager de faire qui soit un peu une rupture et qui marque une accélération de ce passage à l'action auprès de vous-même, de vos entreprises, mais également auprès de vos parties prenantes et finalement de tout l'écosystème, une forme d'exemplarité qui permettrait donc de, symboliquement et concrètement, amener une vraie accélération dans le changement. Merci. Ouais, peut-être plusieurs niveaux de réponse à votre question qui est vraiment centrale. On est parfois pris dans un paradoxe dans le discours, c'est qu'à la fois, on voit bien que ce changement de modèle économique et civilisationnel, comme c'est dit dans la conférence, on a envie que ça soit un changement collectif, que tout le monde soit accompagné. La notion de partie prenante est très importante. Donc il faut associer, il faut consulter. Et ça, il faut accepter que ça prenne du temps. Et en même temps, on voudrait que ça se fasse d'un bloc. Moi, j'entends souvent parler de planification, mais le grand sujet de la planification, c'est qui planifie, qui décide. Et si l'instance, la personne qui doit planifier et décider veut aller vite, est-ce qu'elle doit consulter ? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Des objections? C'était un peu le sens de votre intervention, madame, dans votre expérience. En fait, il y a deux niveaux par rapport à ça. Il y a le niveau de la gestion de la crise, et il faut se dire les choses, les transitions sociales et écologiques qui sont devant nous, et la référence au Covid est intéressante. La crise est un accélérateur de changement, même s'il ne faut pas le souhaiter.
Et puis il y a ce qui est du registre de la préparation. Nous intervenons sur les deux niveaux. Quand une crise intervient, on fait en sorte que, que la mémoire de forme ne se refasse pas tout de suite, que la réparation ne se fasse pas dans les mêmes dispositions, qu'il y ait une espèce d'effet d'apprentissage, parce que notre métier, qui est de gérer le risque, c'est quelque part aussi de faire des retours d'expérience au pouvoir public, aux associations, pour nous-mêmes, par rapport à ces gestions-là. Puis la préparation. La préparation, c'est comment nous, dans notre métier d'assurance, qui est un métier de prévention, de connaissance du risque et de réparation derrière, on est en capacité, au bon moment, à sortir les bonnes solutions. Typiquement, un des sujets de changement qui sont les questions d'économie circulaire, qui peuvent être importantes dans la réparation. Ce sont des filières auxquelles on contribue en termes de structuration depuis des années, mais sur lesquelles aussi on fait face à des intérêts antagonistes, par exemple des constructeurs automobiles, des producteurs de pièces détachées. Et donc on a tout un travail de préparation qui ne relève pas que de nous-mêmes, qui relève aussi à prendre le bâton de pèlerin, à les convaincre, un régulateur, un législateur. Donc il n'y a pas de baguette magique, je pense que ça c'est très important de se le dire sur cette question-là, parce que ce changement il est tellement énorme, tellement urgent, on a tellement envie de l'apporter qu'on voudrait que tout change d'un coup, et en même temps on sent bien qu'il faut associer beaucoup de monde. Donc il n'y a rien de simple, on agit à différentes strates, différents niveaux, être des bons gestionnaires de crise parce qu'elle viendra, responsables, et préparer nos propres chaînes de valeur sur notre métier, qui j'y reviens, je trouve que c'est vachement bien, c'est un métier de la régénération. Merci Adrien. Axel, vous voulez peut-être ajouter un mot sur l'accélération ? Oui, alors c'est vrai qu'on a envie d'aller vite. En même temps, pour que les changements soient profonds, je pense que la vertu du dialogue au sein de l'entreprise et avec les parties prenantes de l'entreprise est essentielle. Donc le temps de ce dialogue, je sais qu'on a tous envie que ça bouge, que ça aille vite, mais encore une fois, la vertu de l'alignement est importante pour qu'ensuite les choses s'enchaînent rapidement et profondément. Donc le statut, encore une fois, j'en suis un promoteur de l'entreprise à mission, permet ce dialogue. En tous les cas, c'est notre expérience. Merci Axel. Une deuxième question du panel jeune, Mathilde. Du coup, cette question s'adresse à l'attention de M. Sampels. Je voulais vous demander, toujours pareil par rapport aux entreprises régénératives, de quelle manière, comment vous comptez mesurer l'impact des entreprises, du coup, leur performance, quels indices, comment faire du coup pour mesurer l'impact de ces nouvelles entreprises? C'est une question centrale, la question de l'évaluation, de la mesure et en toile de fond de la performance, c'est une question absolument centrale. Alors peut-être avant de descendre dans la soulte technique, qui à mon avis va pas forcément vous intéresser, je pense qu'il y a un pas de côté à faire sur la question de l'évaluation. Aujourd'hui, l'évaluation financière, on sait faire. L'évaluation extra-financière a très très significativement progressé et on est de mieux en mieux équipé, même si on a encore énormément de trous dans la raquette. Je pense qu'un sujet absolument fondamental, c'est d'abord l'objet même sur lequel porte l'évaluation. Aujourd'hui, quand on s'intéresse à de l'extra-financier, à de l'environnemental en particulier, le réflexe numéro 1 pour l'entreprise, c'est de mesurer le carbone et de tout miser sur la décarbonation considérant que l'objectif ou les enjeux environnementaux sont pris en charge. On n'a pas de lecture systémique des enjeux. Et ça, c'est une vraie problématique. Donc, pour répondre à la question, en tout cas pour y réfléchir, je pense que le premier sujet, c'est d'accroître le périmètre systémique sur lequel va porter l'évaluation. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise se dote d'outils pour évaluer l'impact qu'elle exerce sur la biodiversité, même si c'est imparfait, même si c'est compliqué? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si vous êtes focalisé sur la seule question du carbone et que vous êtes correctement outillé, le bilan carbone est un excellent outil pour ça, même si je pourrais redire un mot là-dessus, vous pouvez mettre en œuvre des actions de décarbonation ou de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre qui vont induire par effet corollaire de l'accélération de destruction de biodiversité. Je prends un exemple. Si demain, nous devons, parce que nous avons défini un problème comme étant réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la mobilité, du secteur automobile en particulier, si nous considérons que la meilleure réponse à apporter, c'est d'électrifier l'ensemble de la flotte de véhicules sans avoir préalablement réfléchi à la question du découpillage du nombre de véhicules sur la route et à mettre en œuvre des modèles qui encouragent,
le nombre de véhicules mis sur la route, de la perte de poids de ces véhicules, parce qu'aujourd'hui, si on est un petit peu cash, le modèle économique des constructeurs, c'est un modèle économique de vente au kilo. Et c'est la raison pour laquelle le poids des voitures ne cesse d'augmenter, puisque forcément, ce sont des voitures qui vont mieux marger. Donc ça, cette question, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un kilowattheure électrique consomme 10 fois plus de ressources métalliques que son équivalent produit par du thermique. Donc ça veut dire que si demain on doit électrifier l'intégralité de la flotte de véhicules mondiale, ben il se passe quoi? Il se passe qu'on renforce de manière hyper significative l'extractivisme des ressources métalliques, qui est la ressource à extraire, une des ressources les plus polluantes. Et donc, nonobstant le fait qu'il risque de ne pas y avoir assez de ressources pour tout le monde et pour l'ensemble des autres usages, la destruction sur la biodiversité va être massive. Or, détruire la biodiversité, c'est détruire les capacités de séquestration du carbone. Donc on se mord la queue, en fait. En agissant sur un problème, on déplace le problème et on le réadresse de manière différente et peut-être même encore plus préoccupante. Donc évaluation systémique. Et puis je crois que j'ai grignoté mon temps. Merci. Il n'y a pas de choses à dire. Oui, en effet, on va prendre encore 3 questions. Donc je vois qu'il y a de plus en plus de mains qui se lèvent et c'est formidable, ça prouve que ça marche très bien. Malheureusement, je prends que 3 questions, dont une jeune. Et après, on va parler de comment mettre en œuvre les solutions en redonnant la parole à nos intervenants. Et puis il y aura une série illimitée de questions-réponses jusqu'à ce qu'on nous sorte de la salle. Donc première question, madame, après une question jeune et après monsieur. Merci. Voilà. D'accord, je vais essayer ça. Bonjour, merci de vos interventions. J'avais une question pour monsieur Rebaudière qui nous parlait de la société à mission. Et donc, je me demandais si toutes les entreprises, y compris celles qu'on a pu penser moins utiles ou moins essentielles, pouvaient devenir entreprises à mission. Et si oui, quelle était la finalité du statut de société à mission? C'est-à-dire à quel point ça imposait de changer le business model si effectivement on est une société qui est perçue comme pas essentielle. Est-ce qu'elle peut être vraiment utile? Et du coup, je me demandais, comme vous, votre rôle, vous conseillez beaucoup d'entreprises, en quoi votre qualité de société à mission avait impacté la façon dont vous accompagnez vos clients, puisque vous avez mentionné comme une preuve le congé de 4 jours pour les parents, mais c'est peut-être pas là où KPMG a le plus d'impact sur l'économie. Donc je me demandais comment ça avait impacté votre business model. Peut-être effectivement rapidement sur le statut. Donc c'est une possibilité qui a été offerte par la loi Pacte de 2019. Donc je dirais toutes les entreprises peuvent acquérir ce statut d'entreprise à mission. Donc sur je dirais, est-ce qu'on a changé le modèle économique en soi de notre entreprise? On continue à faire de l'audit, du conseil. On n'a pas changé fondamentalement notre modèle. En revanche, ce qu'on a inscrit, c'est que dans nos statuts, c'est que la finalité de l'entreprise, elle répondait à cette notion de double matérialité, c'est-à-dire à la fois une performance économique, donc on n'abandonne pas la performance économique, on ne change pas peut-être totalement de modèle, mais on met au même plan que cette performance économique la performance environnementale et sociale. Voilà, donc le fait de l'inscrire et derrière de le décliner en objectifs concrets, je dirais, permet d'entraîner l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, associés, collaborateurs, mais aussi clients, dans cette démarche. Donc vis-à-vis effectivement de nos clients, c'est là où on a le plus d'effet. On est un opérateur quelque part de changement en tant qu'entreprise d'audit et de conseil, puisqu'effectivement sur les notions de reporting extra-financier, sur la taxonomie verte, sur un certain nombre de sujets, on a un point de vue, je dirais, de professionnel qui va permettre de nourrir, je dirais, le cadre des changements qu'on souhaite tous opérer collectivement. Et donc effectivement, on a du coup formé nos 10 000 collaborateurs, je dirais, à ces sujets de l'ESG. Donc voilà, on a mis en place un certain nombre de formations pour que l'ensemble de nos collaborateurs, ensuite l'ensemble de nos métiers, de nos lignes de service quelque part, intègrent ces sujets et les portent auprès de nos clients. Parce qu'effectivement, au-delà de nos métiers, je dirais, d'audit, pour pouvoir agir sur un certain nombre de sujets, il faut pouvoir les mesurer. Et donc, il faut avoir les outils de mesure en place. Juste à titre d'exemple, et là on se l'est appliqué à nous-mêmes, si on veut agir sur l'inclusion et la diversité, aujourd'hui c'est très compliqué en France, compte tenu des réglementations
je dirais, sur le sujet, essayer d'avoir une vraie photo de la représentation ethnique, de la diversité au sein de l'entreprise, le fait religieux, les orientations sexuelles. C'est extrêmement compliqué de parler de ces sujets dans l'entreprise. Et donc on a lancé un baromètre de la diversité et de l'inclusion, dont on vient d'avoir récemment les résultats. Voilà, donc d'où l'importance quand même de mettre en place les outils qui permettent de mesurer où on en est aujourd'hui pour pouvoir ensuite inscrire l'action dans une véritable dynamique, je dirais, de progrès. Je ne réponds peut-être pas complètement à votre merci question. Axel. C'est pas grave parce qu'on a prévu de répondre par anticipation juste tout à l'heure. Anne-Sophie va revenir dessus. Une dernière question. Merci aux jeunes qui ont passé leur tour pour qu'on puisse tenir le rythme du débat. Ils en parleront peut-être plus tard de leur dernière question. Et monsieur, une question avant que je passe la parole à Anne-Sophie. Oui, je vais d'ailleurs peut-être poser la question à Anne-Sophie Moreau. Vous avez introduit tout à l'heure ce débat, je trouve, en mettant une emphase sur la dimension civilisationnelle. Et je trouve que c'est un pendant pour l'instant, mais c'est normal, vous avez parlé beaucoup d'économie. Je vais me permettre de vous poser une question vraiment sur cette dimension. Au fond, elle interroge la notion de progrès. Notre civilisation est fondée sur une idée très simple, c'est que demain sera mieux qu'hier. Et c'est très rassérénant pour l'humanité. Je ne fais pas l'affront de rappeler, début XXe siècle, Schumpeter, c'est très clair, sa vision du monde, c'est le progrès au service de l'économique. Il va même très loin là-dessus, parce qu'il dit même que c'est un schéma de rupture qui est bon. Hein, pour et la destruction créatrice. Absolument, la destruction créative, etc. Donc, au fond, on voit bien qu'aujourd'hui, cette question, au fond, est remise. Il y a quelque chose d'une rupture là-dessus. Le progrès comme garant d'un avenir plus heureux qu'un passé, tout le monde ici dans cette salle en doute. Donc j'ai une toute petite question à laquelle vous allez pouvoir répondre en 30 secondes, évidemment, c'est comment adresser cette question de, au fond, un changement de regard sur le progrès au sens civilisationnel, voire même au sens philosophique. Oui. Oui, c'est une très bonne question, difficile d'y répondre en 30 secondes, mais effectivement, comme vous le dites, on est dans une... On vit dans une société, en tout cas la société occidentale, est fondée sur l'idée de progrès, sur l'idée qu'il faut qu'on avance, sur l'idée qu'on doit avoir finalement suivre une ligne verticale qui va de l'avant, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde du côté des Grecs, on a beaucoup parlé de ce cycle de croissance et de régénération. Dans la pensée grecque, on a un idéal cyclique. Voilà, c'est-à-dire que l'idéal du monde des astres, c'est un monde dans lequel la perfection, c'est le cercle, ça n'est pas la ligne droite. Donc ça n'a pas toujours été le cas, cet idéal finalement d'un progrès vu comme linéaire, de l'idée qu'on doit aller de l'avant. Ça date finalement, on peut le dater, ça date finalement du moment où on a découvert que l'univers était infini, était en expansion et qu'on devait finalement nous-mêmes se considérer comme étant en expansion. Voilà. Et donc évidemment, si on essaye de remettre en cause cette notion de progrès, en tout cas si on essaye de remettre en cause, d'après ce que soutiennent tout un tas d'économistes et de chercheurs, c'est-à-dire l'idée que la croissance et en gros les émissions carbone sont corrélées et que donc par définition il faudrait mettre terme à la croissance ou en tout cas décélérer la croissance pour pouvoir limiter l'impact négatif de l'économie sur le monde et le vivant. Effectivement, ça implique dans ce cas, si c'est vraiment le cas, de revoir totalement notre notion non seulement du progrès technique, mais aussi notre notion de la réussite aussi, tout simplement. C'est-à-dire que même dans votre vie, voilà, finalement, on considère toujours notre existence comme étant un progrès, on va de l'avant, on monte les échelons de la carrière, etc. Et donc, pour les individus aussi dans les entreprises, ça pose problème, puisque quand l'entreprise avait pour but, finalement, d'être en expansion, d'être de plus en plus grande, d'exporter de plus en plus. L'individu à l'intérieur de l'entreprise avait finalement à monter les marches de la hiérarchie pour aboutir finalement à plus de production, plus de croissance, etc. Et donc la question, c'est comment on peut réinventer finalement un mode, non seulement un mode d'existence économique, mais un mode d'existence sociétale, voire un mode d'existence existentielle, c'est-à-dire d'essayer de revoir et nos vies et la production, la survie comme étant cyclique, mais un cyclique heureux. Voilà, c'est-à-dire imaginer Sisyphe heureux. Et ça, je pense que c'est le défi, effectivement. Et vous allez y venir, merci beaucoup, ça fait une transition. Mais entre-temps, je laisse la parole un petit mot à Adrien. Vous vouliez réagir? Oui, alors je ne suis pas philosophe du tout, mais c'est un débat qui me fait réagir parce que
Je ne sais pas si on gagne toujours à résumer le débat sur le progrès en termes de volume, de quantité, est-ce qu'on va en avant ou est-ce qu'on va en arrière. Je suis convaincu qu'il y a des excès effectivement dans le progrès technique-technologique. Je suis convaincu aussi qu'il y a des frugalités qui peuvent être aliénantes et que finalement ce qui compte c'est la place que l'homme a dans l'environnement tel. Et il y a un philosophe qui est décédé il y a une quarantaine d'années, qui était Ivan Illich, qui avait défini la bonne société comme la société conviviale. Et la société conviviale, si je me souviens de la façon dont il le formulait, c'est une société dans laquelle c'est l'homme qui contrôle l'outil, et pas l'inverse. Et évidemment, ça pose plus on avance vers la technologie, plus cette question-là elle est prégnante. Mais ça n'est pas que ça. C'est d'abord notre rapport au monde, et il ne se résume pas que dans un progrès qui serait trop avancé, pas assez avancé, trop quantitatif, pas assez quantitatif. C'est d'abord notre rapport au monde. Merci Adrien. Donc, alors là, on a un petit peu fait comme s'il y avait 3 modèles, alors qu'en fait, on peut être une entreprise mutualiste, à mission et régénérative. Mais donc, on voit bien qu'on est en train de converger. Et justement, comment converger? Quelle piste pour la suite? On a parlé d'accélération, tout dépend de ce qu'on veut dire par là. Donne-nous quelques perspectives, Anne-Sophie, en quelques mots. Et après, comme ça, on fera un dernier échange avec la salle où j'espère un maximum pourront parler. Et les uns et les autres, bien sûr, vont donner quelques pistes aussi. Oui, alors la question, c'est comment changer pour une entreprise. Alors, ce n'est pas évident parce que même les modèles que nous avons évoqués, même si effectivement, dans tous les cas, je dirais que ça constitue un progrès, pour reprendre ce vieux terme, l'entreprise à mission, par exemple, n'est pas forcément exempte de tout défaut. C'est-à-dire que, voilà, une entreprise peut avoir une mission louable, mais on peut aussi s'interroger, puisque finalement, l'entreprise à mission, elle se donne une mission qui excède l'intérêt de ses actionnaires, qui finalement refuse la doxa de Milton Friedman des années 70, qui considérait que l'entreprise, que son unique mission était de faire du profit. L'entreprise à mission décide d'aller plus loin. Mais on peut aussi s'interroger sur comment dire, la légitimité de l'entreprise à finalement choisir à la place des citoyens ce vers quoi on va. Je m'explique, ce n'est pas du tout une attaque contre KPMG, hein, c'est absolument pas ça, mais je veux dire, par exemple, actuellement, un constructeur automobile peut se donner comme mission, effectivement, de réduire les gaz à effet de serre, mais si c'est pour, par exemple, faire du lobbying pour produire énormément de voitures électriques, alors que tout le monde sait que, actuellement, a priori, c'est quand même plutôt les transports collectifs qu'il faudrait développer et non pas le financement de voitures électriques dont on sait tous que ça demande énormément d'extraction, de matériaux rares, etc. et que ça a finalement un impact sur l'environnement assez dramatique et que par ailleurs ça risque d'exclure les classes populaires, etc. Donc disons que toutes ces questions demandent un débat démocratique. Et ce débat démocratique, il ne peut pas se passer seulement au niveau de l'entreprise. Pour reprendre la question qui a été posée sur les parties prenantes aussi, c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'effectivement, même par exemple, quand bien même on prend le modèle mutualiste, tout excellent qu'il soit, ça a aussi ses limites, c'est-à-dire que les parties prenantes d'une entreprise, alors déjà d'une part, ne sont pas forcément d'accord entre elles, hein, c'est-à-dire que les consommateurs et les salariés n'ont pas les mêmes intérêts aujourd'hui, et les parties prenantes au sens large, c'est-à-dire la société, voilà, les citoyens, toutes les personnes qui sont impactés, en tout cas sur lesquels l'entreprise a une influence, on peut essayer effectivement de leur faire prendre part aux décisions collectives de l'entreprise, mais ça n'est pas évident, même au niveau territorial, où vous parliez tout à l'heure de la démocratie au niveau territorial, comment est-ce qu'on met en place des systèmes qui sont plus respectueux du vivant, etc. C'est pas évident, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, si on essaye de construire, alors après on peut débattre des différentes solutions en termes d'énergie, mais aujourd'hui, si on veut construire un parc éolien ou une centrale nucléaire, on sait que la démocratie locale est avant tout un obstacle. C'est-à-dire que voilà, cette idée que les parties prenantes, quand même au sens large, seraient les meilleures personnes pour décider finalement de la manière dont on va sauver la société dans son ensemble d'un désastre écologique, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'in fine, le niveau auquel ça doit se jouer, c'est le niveau démocratique, véritablement au sens du peuple souverain. Donc il y a un moment donné où l'entreprise, si elle
d'après moi, si elle respecte finalement ce changement civilisationnel qu'est le réencastrement de l'économie dont je parlais tout à l'heure, l'entreprise a avant tout comme mission de laisser la parole aux citoyens, à la démocratie, à l'État, pour pouvoir mettre en œuvre des changements qui sont structurels et tellement profonds qu'ils ne pourront pas se résumer à des solutions locales. Donc ça, je pense que déjà, c'est très important. C'est aussi pour l'entreprise de connaître ses limites quant à sa légitimité démocratique. Pourquoi ? Parce que la crise écologique, ça va aussi, ça va faire mal, parce que, voilà, effectivement, il y a une accélération, il y a une urgence qui font qu'on risque de se retrouver à devoir prendre des mesures rapides, désordonnées, difficiles, avec des conséquences sociales qui vont être extrêmement douloureuses et qui doivent être débattues. Voilà, il n'y a pas être écologique ou ne pas être écologique. La question, c'est comment et qui va souffrir en premier lieu, quelles classes sociales vont être impactées, qui va s'en sortir en priorité. Et ça, évidemment, c'est au niveau politique que ça se joue, c'est pas au niveau entrepreneurial. Donc voilà, pour clarifier. Et ensuite, tout à l'heure, vous posiez la question de savoir s'il y avait des entreprises qui ne pouvaient pas avoir, entre guillemets, de mission, enfin de bonne mission. Je pense aussi qu'il faut, à un certain moment, voilà, pour certaines entreprises, c'est possible effectivement d'adopter une posture de régénération, ou en tout cas d'avoir une ambition comme telle, mais il y a aussi des secteurs dans lesquels ça va devenir la responsabilité des décideurs que de démanteler leur propre secteur. Et ça, c'est extrêmement difficile. Il y a des chercheurs qui récemment ont publié un texte qui s'appelle « Héritage et fermeture pour une écologie du démantèlement ». Il s'appelle Alexandre Monin, Diego Landivar et Emmanuel Bonnet. Et ils réfléchissent à ce qu'ils appellent l'écologie de la fermeture, c'est-à-dire le fait que pour certaines entreprises, pour certains secteurs, être écologique actuellement, ça implique de revoir sa mission, quand bien même elle touche au core business, c'est-à-dire véritablement à l'activité même. Et ça, c'est pas complètement inenvisageable. Ça l'était il y a quelques années, mais par exemple, alors, je sais pas, pour prendre par exemple un exemple qui n'a rien à voir avec la crise écologique, Philip Morris a à un moment donné, alors on peut se dire que c'est du bullshit, etc. Mais à un moment donné, Philip Morris a défini comme mission, comme sa mission, comme étant d'inciter les adultes à arrêter de fumer. Alors, ce qui est tout. Alors après, évidemment, ils vont vous vendre des cigarettes électriques, etc. Donc on peut en rire, mais ça donne tout de même une idée du niveau auquel on place désormais la responsabilité de l'entreprise. Là récemment, je crois que c'est la semaine dernière, il y a eu une interview d'Augustin de Romanet, le patron d'ADP, qui est paru dans les Échos. Donc ADP à Aéroport de Paris, donc a priori la mission d'Aéroport de Paris, c'est de faire voler les gens dans des avions. Et il a déclaré qu'il allait falloir s'attaquer à la limitation de l'offre. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que potentiellement, là, pour ADP, la mission d'ADP, la mission écologique d'ADP va peut-être un jour être de limiter les avions. Peut-être qu'un jour, Air France fera des campagnes dans le métro, je l'espère en tout cas, qui consisteront non plus à dire aux gens partez aux Maldives demain, parce qu'on sait que c'est absolument indéfendable aujourd'hui sur le plan écologique, mais de dire, voilà, peut-être qu'Air France va devoir participer au démantèlement de son activité, ou en tout cas de sa source de profit principale qui jusque-là était de faire se multiplier les vols pour des consommateurs, tout en sachant que ça a un impact absolument dramatique sur le vivant. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cette analyse et ces perspectives. À vous Adrien Couret sur le même thème. Oui, on a brassé beaucoup de sujets sur le modèle d'entreprise et finalement comment agir. Peut-être en prenant l'exemple de l'entreprise mutualiste, on a trois modèles d'entreprise et comment est-ce qu'ils se comparent ? On a eu un débat quand l'entreprise à mission est arrivée en 2019, à savoir est-ce qu'une entreprise mutualiste doit être une entreprise à mission, ne doit pas en être une, et comment elle se situe par rapport à ça. On a tranché chez nous en se disant non, nous ne rentrons pas dans une démarche d'entreprise à mission parce que finalement l'engagement d'être une entreprise mutualiste, quand c'est bien pratiqué, il est supérieur et il va au-delà. Parce que d'une certaine façon, quand on est une entreprise à mission, et ça a été dit, si toutes les entreprises peuvent devenir des entreprises à mission, que doit-on penser du niveau d'exigence en fait que l'entreprise à mission porte? Et moi je vois avec 3 ans d'expérience des entreprises qui étaient déjà sincèrement engagées sur un chemin de transformation, KPMG en fait partie, la Maïf en fait partie, d'autres entreprises en font partie,
et qui finalement ont saisi cette opportunité pour propager finalement cette dimension-là. Mais je vois aussi depuis 3 ans des entreprises pour qui c'est extrêmement cosmétique. Quand Orpea déclare, pour sortir un peu de son ornière, je vais devenir entreprise à mission, je pouffe. C'est particulier. Donc, la question, c'est comment être plus qu'une entreprise à mission? C'est quoi le stade finalement? Parfois on dit entre nous une version 2 de l'entreprise à mission. Et là, moi je pense que l'entreprise mutualiste est une source d'inspiration. Parce que même imparfaitement, comme vous l'avez dit, et je partage totalement, c'est un type d'entreprise où la délibération démocratique, elle est beaucoup plus intrinsèque dans le modèle. Et dans le fond, la question c'est qui parle? Qui parle dans l'entreprise? Qui décide? Qui gouverne? Vous pouvez avoir des sociétés à mission où effectivement, même en se fixant des objectifs extra-financiers, même en allant sur des projets d'impact social, ça peut toujours être le capital qui parle en fait d'une certaine façon. Avec le risque, comme on l'a vécu depuis 40 ans, avec les vagues du développement durable, avec les vagues de la RSE, qu'il y ait un flux et un reflux. Parce qu'effectivement, à certains moments, les objectifs extra-économiques, eh bien, survient une crise, survient la nécessité de remobiliser quelques bons vieux affects de marge, etc., et parfois il le faut, eh bien, l'ordre des priorités est revu. Et moi, si j'avais une plume, un stylo un peu magique pour écrire une deuxième version de la loi Pacte sur les entreprises à mission, je proposerais 3 choses. La première, c'est que dans une entreprise à mission ou une entreprise mission, il doit y avoir, là où se prennent les décisions, là où le pouvoir existe, et le vrai sujet tabou dans les entreprises, c'est celui-là finalement, c'est pas tellement la question de l'impact, c'est qui décide, qui parle. Et bien que dans une entreprise mission, il y ait au moins, à côté des apporteurs de capitaux, qui ont leur place aussi légitime, des représentants de la société civile, comme c'est le cas dans les mutuelles. Ça peut paraître une idée ébouriffante et totalement à rebours de la pensée économique. Je vous rappelle que depuis la loi NRE en 2001, on a des administrateurs représentant les salariés. À l'époque, il y avait eu un débat absolument terrible, ça paraissait totalement hérétique. On est plus de 20 ans après, aucune boîte n'a coulé parce qu'on avait rajouté une autre voie dans l'entreprise, même dans les entreprises les plus capitalistes qui soient. Donc, première proposition, je veux devenir entreprise à mission, j'intègre dans mon conseil d'administration avec une voix délibérante, une capacité de décision, des représentants de la société civile, idéalement évidemment sur des morceaux de la société civile qui concernent l'activité dans laquelle je suis, sur des aspects de régénération ou sur d'autres. Le deuxième élément, et c'est un point très important qui a été apporté par la loi Pacte, l'entreprise à mission, c'est cette notion de formulation de la mission et de la raison d'être. Et là encore, on voit 3 ans après des pratiques très variables. Il y a des entreprises qui ont fait un travail extrêmement profond, associatif, de mobilisation des parties prenantes pour formuler la raison d'être avec une transparence qui fait que ça devient un vrai facteur d'engagement. Et beaucoup d'entreprises ont fait ça. Mais à côté de ces entreprises-là, vous avez plein de boîtes dont la mission, la raison d'être, c'est écrite en 5 minutes sur le coin de table d'un COMEX. Donc il faut élever ce niveau d'exigence pour donner encore plus de substance à cet objet d'entreprise à mission et faire en sorte que la mission, la raison d'être, en plus d'être inscrite dans les statuts, et c'est effectivement un élément important, soit un élément d'opposabilité extrêmement fort et fondamental. Et puis le troisième élément, et ça rejoint la troisième proposition qui rejoint la question de la mesure de la performance, c'est d'inscrire dans le dur ce que beaucoup d'entreprises font déjà, ce que beaucoup de mutuelles font, c'est le fait que l'évaluation des dirigeants, parce que c'est un facteur d'alignement très fort, il faut dire ce qui est. Le système traditionnel a été très fort pour aligner l'action des managers sur l'action des actionnaires par la rémunération, et bien que la rémunération des dirigeants soit aussi alignée sur des critères extra-financiers à définir, à identifier, c'est pas facile, et souvent on ne compte que ce qu'on arrive à mesurer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, élevons le niveau d'exigence des entreprises qui veulent rentrer dans une vraie démarche pour qu'elle le reste durablement et que ça rentre là où les choses comptent, ce dont on parle en fait très peu, là où le pouvoir, la gouvernance réside dans l'entreprise. C'est le principal levier de changement. À la rigueur, se donner des objectifs de résultats, c'est bien, mais ces objectifs, ils veulent changer. Changer la façon dont l'entreprise est gouvernée, c'est absolument fondamental. Merci Adrien. Axel, quel est votre regard sur ces questions? Alors, c'est vrai que nous, on est rentré dans cette démarche d'entreprise à mission. On a mis du temps, je dis 6 mois pour vraiment établir la raison d'être avec les parties prenantes et avec l'ensemble des collaborateurs pour qu'effectivement ce soit un facteur de changement.
je peux que souscrire aux propositions qui sont faites par Adrien, où effectivement aujourd'hui, dans l'entreprise à mission, on a un comité de mission dans lequel se retrouvent les parties, notamment la société civile et les représentants des salariés, mais n'ont pas forcément voix délibérative au sein des instances de direction. Donc on est encore plutôt dans des instances de contrôle. Néanmoins, moi, au-delà du flux et du reflux, j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement de fond et que, je dirais, cette démarche, si elle est adoptée, en tous les cas, par plus d'entreprises, puisqu'aujourd'hui, ce sont quand même souvent des petites structures, des petites entreprises, hein, les entreprises de plus de 500 salariés qui se sont passées entreprises à mission, finalement, il y en a assez peu. Je pense que quand même, ce mouvement de fond peut permettre quand même d'accélérer le changement. Et peut-être, si on parlait, parce que la question était autour de l'accélération du changement, et de changement civilisationnel, moi j'ai l'impression qu'on oublie quand même un peu l'éléphant dans la pièce, qui est quand même la technologie et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai changement civilisationnel, celui qui touche aux structures de nos sociétés, des relations sociales, de la technique, de nos croyances, c'est aujourd'hui quand même très largement cette intelligence artificielle où on a quand même ce vrai risque de perdre la maîtrise sur l'outil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les algorithmes dirigent nos sociétés, ou en tous les cas ont le risque à terme de diriger nos sociétés. Et en même temps, la technologie et l'intelligence artificielle font partie aussi des solutions. Alors peut-être que je serai démenti par notre ami qui porte l'entreprise régénérative, mais moi j'ai cette conviction qu'il ne faut pas oublier ce sujet de la technologie, de l'intelligence artificielle, comme à la fois facteur de risque, mais aussi facteur profond d'accompagnement, en tous les cas de capacité à accélérer les changements. Voilà, c'est très personnel, mais en tous les cas, Merci Axel. Je vois qu'il y a une convergence sur comment aller plus loin sur l'entreprise à mission entre vous deux. Peut-être, Christophe, pour le mot de la fin, de vos interventions et avant qu'on passe à l'échange final, les conditions pour que l'économie régénérative se développe, vous m'en avez parlé un petit peu. Il y aurait forcément beaucoup de choses à dire. Peut-être réarticuler ça à deux questions qui ont été formulées. C'est concrètement comment on y va et à quelle vitesse. Est-ce qu'on est capable d'y aller suffisamment vite? Et en toile de fond, avec quelle dynamique, quelle logique de performance visée. Sur le premier volet, je pense que des actions extrêmement ciblées peuvent avoir des impacts extrêmement significatifs. Dans l'entreprise régénérative, on a un ensemble de principes qui encadrent cette transformation, cet objectif. Il y en a un, par exemple, c'est le refus d'utiliser des molécules non bioassimilables pour tout ce qui risque de rentrer dans la biosphère. Donc concrètement, si je ne maîtrise pas le flux de ce que je mets en marché, je me refuse d'utiliser du non bioassimilable, c'est-à-dire des choses que l'environnement n'est pas capable de traiter par lui-même en fonction de ses capacités propres. Eh bien, j'ai eu l'occasion d'accompagner des entreprises, de travailler avec des entreprises qui, en CODIR, ont pris la décision d'intégrer dans le cahier des charges de l'éco-conception de leurs produits ce critère de bioassimilation. C'est une décision qui a des impacts colossaux. Je disais tout à l'heure, il y a un enjeu quand même critique, c'est celui de la bascule des modèles économiques. Il va falloir attaquer les modèles économiques. Et la dynamique de performance que vous évoquiez est un bon point d'entrée. Il y a aujourd'hui, et pareil, c'est une petite décision qui a des répercussions extrêmement importantes. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont fait le choix de créer un prix interne du carbone et de revoir l'ensemble de leurs critères de décision et d'évaluation, notamment des retours sur investissement de projets, à l'aune de l'intégration volontaire du prix carbone dans le processus de décision. Ça change plein de choses. Alors, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Idéalement, il faut coupler cet objectif avec un objectif, par exemple, de renaturation. Comme ça, vous évitez le déplacement de problèmes. Alors, est-ce que c'est farfelu? Visiblement, ça n'est pas farfelu, puisqu'il y a déjà des entreprises qui le font, et qui, de leur aveu eux-mêmes, touchent les limites de leurs modèles économiques, et ressentent le besoin de faire évoluer ce modèle, parce qu'il y a un ensemble de décisions qui ne passent plus
Si cette obligation devenait réglementaire sur l'ensemble du périmètre de l'entreprise, ben, excusez-moi l'expression, ça plie la boîte en fait. L'entreprise ne survit pas. Donc ça veut dire qu'on peut s'autoriser des espaces d'expérimentation sur des périmètres d'entreprise qui sont définis pour voir ce que ça donne. Et là aussi, ça a des implications extrêmement significatives. Alors est-ce que c'est farfelu ? Ben non, ce n'est pas farfelu. Enfin, peut-être que vous avez entendu parler des travaux en cours sur la comptabilité en triple capital. La comptabilité en triple capital, c'est quoi? C'est l'instrument dont tous les défenseurs du régénératif rêvent, puisque c'est l'intégration dans le capital financier. Je vous rappelle que la comptabilité, elle vise à préserver les capitaux évalués. Le capital financier est aujourd'hui le seul capital évalué qu'il faut préserver à travers un système normalisé. La comptabilité en triple capital, c'est quoi? C'est de dire, mais il y a 3 capitaux à préserver. J'aime pas trop le terme de capital pour la nature ou le social, mais à côté du capital financier, il faut préserver le capital naturel, il faut préserver le capital social. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il va falloir mettre en œuvre des actions de coût de maintien du capital naturel. Donc en gros, ben, si j'exerce un impact négatif sur un écosystème, je vais avoir à engager une action de restauration ou mieux de régénération de cet impact négatif pour maintenir le capital naturel. Et cette action, mécaniquement, a un coût qui intègre le capital financier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on internalise dans le système comptable la régénération. Et il y a des gens qui y travaillent, il y a des expérimentations qui ont lieu dans des territoires. J'ai moi-même eu la chance d'être associé à certaines expérimentations d'entreprises que nous accompagnons dans le modèle économique. Quand bien même aujourd'hui ce n'est qu'un projet de recherche, quand bien même aujourd'hui on est loin de la normalisation, quoique ça peut s'accélérer, ça fait bouger les lignes parce que ça fait prendre conscience que dans le réacteur stratégique du modèle économique, en fait, l'intégration de coûts nouveaux ne passe plus. Et puis dernier élément, si vous avez une feuille de route de stratégie de réduction carbone, alors la bonne question c'est est-ce que vous l'avez fait agréer par le SBTI, c'est-à-dire est-ce que vous avez validé que cette trajectoire de réduction est compliant et conforme avec les objectifs du GIEC d'un plan d'atterrissage carbone vers un réchauffement maximum à 1,5 degré. Ça veut dire quoi en moyenne? En moyenne, je prends des raccourcis, ça veut dire que vos émissions de gaz à effet de serre pour toutes les entreprises de cette salle doivent réduire en moyenne de 45% d'ici à 2030 et contribuer à la neutralité carbone planétaire en 2050. Moi, aujourd'hui, les entreprises avec lesquelles je travaille, qui ont pris des engagements SBTI, arrivent à adresser 30%, 35%, et puis ça coince. Ça coince pourquoi? Parce que le modèle économique ne le permet plus, en fait. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui se sont engagées, elles ont communiqué sur cet engagement, et elles savent qu'à ISO modèle économique, c'est mort. Ça leur donne une fenêtre de tir. Ça veut dire que si en 2030, elles n'auront pas transformé leur modèle économique, et il faudra évidemment l'avoir fait bien avant, puisque pour produire les effets escomptés, il faut un peu de temps, eh bien, elle devra rendre compte du non-atteinte d'un objectif qu'elle a rendu public, avec les conséquences qu'on devinera en 2030. Donc voilà, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut faire, des petits changements qui ont des énormes effets leviers et qui donnent à voir les chantiers de transformation nécessaires aux décideurs, aux espaces de décision. Donc voilà, il y aura encore plein de choses à dire. Et à la réglementation comptable, en fait, finalement, ce que vous vouliez dire aussi, c'est qu'il faut passer à la comptabilité en triple capital pour passer à l'échelle. Il faut l'espérer de neveu, oui. Il faut l'espérer de neveu. Ce serait un moteur de transformation de l'économie qui serait absolument incroyable. Un mot, Axel, après on passe aux questions. Je peux que souscrire à ce que vous venez de dire, effectivement, sur cette notion de comptabilité en partie triple, mais un autre facteur de changement qui pourrait accompagner ce que vous venez de dire, c'est les appels d'offres publics. C'est que les pouvoirs publics, donc les territoires, régions, départements, villes, aujourd'hui, la plupart des appels d'offres, je dirais, les critères se basent essentiellement sur le prix. Et aujourd'hui, pour que ce soit facteur de changement, qu'on arrive à vraiment, je dirais, en cascade, promouvoir cette préservation, je dirais, du capital environnemental, il faut que, je dirais, les pouvoirs publics intègrent aussi ces critères-là dans les appels d'offres, notamment pour les infrastructures.
Et parmi les acteurs qui peuvent aussi contribuer à ces changements, puisque vous aviez posé la question tout à l'heure des actionnaires, c'est très difficile de répondre à la question de savoir si les actionnaires en général voilà, ont un impact positif ou non. Il y a des actionnaires qui non seulement font attention à ces critères, mais qui cherchent même à aller plus loin. Moi, j'ai été missionné récemment par un fonds d'investissement qui cherche à investir sur critères environnementaux et sociaux. On parle souvent des fameux critères ESG, et moi, ils m'ont missionné pour les challenger, comme ils disent, sur les critères sociaux, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut mettre en place des critères qui vont plus loin que les critères officiels ESG pour pouvoir voilà, leur permettre d'investir dans des entreprises et surtout de faire changer les entreprises dans lesquelles ils investissent pour pouvoir avoir des critères sociaux, des critères de bien-être des employés, de reconnaissance, de participation des salariés aux décisions collectives, etc., qui vont plus loin que les critères dits officiels. Donc les actionnaires ont aussi évidemment un rôle à jouer. Ils peuvent être activistes d'une manière plus saine que ce qu'on appelle actuellement les actionnaires activistes. Bonjour, j'ai une question. Je voulais d'abord savoir, est-ce que vous avez des enfants? Oui, levez la main, que je vois. Voilà. Moi, si je dois expliquer à ma fille l'impact de mon mode de vie, de notre mode de vie sur la qualité de la sienne et de ses descendants dans les 10-20 ans à venir, je suis effrayé, je n'ose même pas. J'ose espérer que vous partagez cette difficulté. Ma question très simple, et elle est surtout pour les patrons d'entreprise. Si vous deviez faire 10 fois plus, comment vous feriez? Parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est tellement du violon, c'est tellement pas assez. Ce qu'on fait, c'est tellement pas à la hauteur. Comment vous feriez plus? Ils sont durs quand même dans le public. Alors, je tente une réponse parce que, effectivement, je crois assez peu à la théorie du ruissellement. Par contre, je crois à la théorie de la multiplication. Et que si on a un engagement au sein d'entreprises comme la nôtre, mais comme la tienne également, Adrien, avec 10 000 collaborateurs, avec 70 000 clients, donc un ensemble de parties prenantes, un écosystème qui peut lui-même, derrière, j'irais bouger avec nous, je pense que c'est cette vertu de l'entraînement, plutôt que du ruissellement, qui peut amener à des changements systémiques. Après, ça va peut-être pas assez vite, mais néanmoins, je crois que la vertu des changements profonds, elle est dans quand même cette, quelque part, cet engagement irréversible de chacun dans l'action. Moi, c'est ce que je retiens. Je pense qu'il y a l'œuvre, hein, Hannah Arendt, hein, l'œuvre et l'action. Et je pense que l'action, c'est dans l'action qu'on va trouver les moteurs de changement. En tous les cas, j'y crois profondément. Et tout de même, pour répondre rapidement aussi à cette question, non, l'entreprise ne va pas tout faire et ça ne va pas être l'entreprise qui va aujourd'hui créer les conditions pour les changements structuraux qui sont nécessaires. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut aussi se demander, voilà, que fait l'État? L'État actuellement ne contraint pas assez les entreprises. Enfin, je veux dire, c'est logique, une entreprise à la base est tout de même, voilà, à un périmètre limité, même si elle essaye de se soigner, de changer, etc., elle a un pouvoir qui est limité, qui est réduit. Et actuellement, on doit avant tout s'interroger sur la lenteur étatique. C'est-à-dire que pour initier des changements structuraux révolutionnaires sur la manière dont vit une société, on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit uniquement des acteurs privés qui initient le changement. Et c'est avant tout de même aussi à la démocratie, à l'État, et donc in fine aux citoyens, hein, à vous qui votez, de créer les conditions pour un changement structurel. C'est-à-dire que, voilà, pendant la crise sanitaire, notre État a jugé important, par exemple, de renflouer Air France. Enfin, je parle trop d'Air France, pardon, mais a jugé nécessaire de renflouer Air France, voilà, au lieu d'investir dans des transports collectifs, par exemple, qui en ont grandement besoin. Ça, c'est un choix politique, voilà, qui découle de responsables politiques qui ont été élus. Donc, il y a un moment donné où, voilà, Air France, c'est logique qu'ils persévèrent dans leur activité. Mais il y a un moment donné, c'est à nous, aux citoyens, de poser les limites, et de manière urgente.
Merci Anne-Sophie. Un mot, Adrien? Faire est complexe, qu'on soit citoyen, qu'on soit chef d'entreprise ou qu'on soit État. Par contre, il y a une chose qu'on peut faire qui ne coûte rien, c'est l'ouvrir, comme vous l'avez fait. C'est quelque chose que l'on fait en tant qu'entreprise mutualiste parce qu'on est indépendant. Voilà, et on le fait notamment dans nos politiques d'investissement. On pourrait faire infiniment plus, mais on fait partie des acteurs en pointe. On est poussé en ça par nos sociétaires, par nos représentants. Donc, devenons activistes. Pour moi, c'est le mot que vous avez utilisé. C'est vraiment le mot d'ordre. Les entreprises doivent devenir des activistes. Pour ça, elles doivent être plus indépendantes. Merci. Moi, je tiens à dire, j'ai trouvé beaucoup de choses très, très inspirantes, très passionnantes dans tout ce que vous avez dit, l'évolution des business models et tout. Je suis Florent Courreau, Tech for Life, on fait la promotion et le développement des comptabilités multicapitaux. Et je voudrais poser une question, alors M. Simpel en a déjà parlé. On sent très bien toute une transformation du shareholder capitalism avec un interlocuteur de l'entreprise, c'est l'actionnaire, on lui doit tout. Une transformation, une parenthèse, on va dire, que les mutuelles n'ont jamais prise. Et aujourd'hui, on voudrait passer en stakeholder economy. On a plusieurs partenaires, et voilà. Et ma question porte sur comment formaliser la relation avec ces partenaires. La comptabilité, c'est le moyen de prendre compte les choses en compte, de rendre compte, et comment, notamment par peut-être la dotation de personnalité juridique à des éléments naturels, comment mettre en relation ce que l'entreprise doit, comme elle doit à ses actionnaires, elle doit à la nature. Comment pouvoir formaliser ça? Merci. Donc, si vous pouvez faire une réponse un peu courte, parce qu'on approche de la fin, malheureusement. Mais j'ai une question ici. Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'éléments qui ont été mis en évidence. Donner peut-être une voix à ce vivant non humain dans les espaces de décision. C'est peut-être une mesure complémentaire à toutes celles qui ont d'ores et déjà été mentionnées, qui peut aider à faire cheminer la prise en considération de ces parties prenantes, de cette approche multipartie prenante. Effectivement, en ouvrant à la société civile, on voit combien les logiques peuvent bouger, combien l'intérêt général peut plus légitimement s'exprimer dans un conseil d'administration ou dans un conseil de coopérative. Donnons également une place aux non-humains et peut-être faisons un pas de côté pour nous décentrer, nous, espèces humaines, en accueillant dans nos espaces de décision également le non-humain, parce que celui-là aussi a une voix à porter et il y a beaucoup de décisions et d'arbitrages qui vont devoir être menés sur des conflits d'usage, de ressources, d'espace, etc., qui vont avoir des conséquences extrêmement significatives pour le non-humain. Il faut aussi lui donner une place. Voilà. C'est un élément de plus parmi tous les éléments qui ont été d'ores et déjà mentionnés. Et pareil, on pourrait dire tellement de choses là-dessus. Bonjour Olivier Morel, merci beaucoup. Franchement, c'est top. Ça me nourrit sur tout ce qui est partie régénération du modèle économique. Sur la civilisation, j'aimerais vous entendre davantage. J'ai entendu qu'il y a une envie de bien faire, de faire attention, de faire plus, de faire vite, qu'on est dans l'âge du faire encore, largement. Et en même temps, ma sensation, c'est qu'il y a une opportunité pour pas juste être dans du faire mieux, mais dans du bien vivre, du mieux vivre. Et ma question, elle est dans les mouvements altermondialistes et des forums sociomondiaux, on pose cette question du buen vivir. Et du coup, ce n'est pas aux professionnels que je m'adresse, mais aux êtres humains qui sont aussi sur scène. Une civilisation du bien vivre, elle est comment pour toi, pour vous? Très bonne question qui sera un peu une façon pour chacun d'entre vous de conclure peut-être. Et juste, madame, vous aviez une question et puis... Alors, ça va un peu dans le sens de ce qui vient d'être dit, dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est aussi de ce qui est nouveau. C'est-à-dire que là, on a parlé de comment faire pour que le monde économique change, comment est-ce qu'on peut faire pour que ces entreprises qui sont installées depuis des années changent. Là, moi, quand je me suis inscrite à cette conférence, ce que j'attendais aussi, c'était comment ça va arriver, l'innovation, qu'est-ce qui va être nouveau, quels sont les nouveaux modèles économiques pour tous ceux qui arrivent. Moi, j'ai créé mon entreprise cette année. J'ai été accompagnée pour la création d'entreprise. À aucun moment, on s'est posé la question sur le capital naturel, sur les questions d'entreprise à mission. C'est moi qui me les suis posées parce que voilà, c'était mon sujet. Et en fait, pour pouvoir réfléchir sur les statuts de l'entreprise, aujourd'hui, il y a
aucune réflexion pour les nouvelles entreprises autour de ces questions de comment on pense les statuts de l'entreprise autrement que le monopoly de se manger les uns les autres. Merci beaucoup pour ces 2 questions. Vous pouvez répondre à l'une ou l'autre en un mot chacun et ce sera la fin parce que malheureusement on doit rattraper le temps que nous ont pris un peu nos prédécesseurs. Et donc on est déjà en retard en fait. Voilà. Je vais essayer de répondre en quelques mots à votre question de la civilisation du bien vivre, parce que je pense que ça me concerne plus en tant qu'intellectuelle philosophante. Il me semble que la difficulté finalement, c'est qu'on dans l'état d'urgence en fait qui est le nôtre face à la crise écologique, c'est finalement de vouloir tout réduire, voilà, à ce qu'on appelle l'essentiel, l'indispensable. Et donc évidemment la difficulté, c'est de comment est-ce qu'on définit cet indispensable, ce à quoi on ne peut pas renoncer. Et donc alors on peut se dire voilà qu'on va supprimer toutes les activités qui sont inutiles, toutes les activités qui sont indispensables, or qui ne sont pas indispensables. Or le piège, me semble-t-il, ce serait de vouloir finalement tout réduire justement à cette notion d'utilité, c'est-à-dire de se dire voilà on ne doit faire, produire, n'avoir des services que en vue de ce qui est utile. Il y a quelques années, j'avais interviewé l'anthropologue David Graeber, que vous connaissez peut-être, qui est l'auteur qui avait mis en valeur les fameux bullshit jobs, qui disait que la plupart des jobs effectués aujourd'hui étaient inutiles, voire néfastes. Et je lui avais demandé ce qu'il pouvait faire, par exemple, du divertissement, parce que finalement, le divertissement, c'est entre guillemets inutile. Voilà, ça ne produit pas, ça ne nous permet pas de nous chauffer, ça ne nous permet pas de nous nourrir, donc qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le supprime? Et il m'avait dit qu'il y avait une différence très nette. Par exemple, si on prenait, mettons, un graphiste qui fait de la 3D, il me disait qu'il y avait une grande différence entre le graphiste qui fait de la 3D pour, par exemple, mettre en valeur, enfin, je ne sais pas, créer des personnages parfaits avec des courbes fines, etc., pour de la publicité, ce que lui juge néfaste, et un animateur 3D qui créerait, par exemple, des dinosaures pour des films pour enfants. Pourquoi? Parce que, dans le second cas, disait-il, c'est un métier qui crée de la joie. Et il m'avait finalement donné ça comme critère. Voilà, il m'avait dit un métier utile, c'est un métier qui crée de la joie. Et je pense que lorsqu'on essaye de penser cette civilisation du bien-être, évidemment qu'on va devoir faire attention à nourrir les besoins essentiels, les besoins indispensables, les besoins vitaux, ce qui demeure un enjeu, parce que nous, nous sommes dans nos sociétés gâtées, voilà, on a tout ce qu'il nous faut, etc. Donc on ne se pose plus cette question, mais il faut savoir que ça demeure une question cruciale pour tout un tas de pays. Je veux dire, là, actuellement, il y a une crise de l'énergie, mais aussi une crise du blé. Voilà, on sait qu'avec la guerre en Ukraine et puis avec tout un tas de choses, il y a des pays qui risquent de se retrouver de nouveau en situation d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire concrètement qui risquent de mourir de faim. Donc évidemment, la priorité, ça va être de faire en sorte que les gens survivent et survivent bien. Et ensuite, pour la question du bien vivre, je pense que le seul critère qu'on peut essayer de mettre en valeur, c'est celui de la joie, celui d'une société où on s'autorise encore la joie, alors même qu'on a dû renoncer à tout un tas de choses. Merci Anne-Sophie. Christophe, une minute très, s'il vous plaît, rapidement, un partage d'expérience. Tous les dirigeants avec lesquels j'ai eu l'occasion de coopérer ces années ont tous été confrontés à un plafond de verre par rapport à la transformation de leur organisation. C'est leur état intérieur. L'état intérieur d'un dirigeant, d'une dirigeante, constitue le plafond de verre de la transformation de son organisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a effectivement beaucoup parlé du faire, on n'a pas beaucoup parlé de l'être. Heureusement, il y a d'autres tables, d'autres sessions qui vont y être consacrées. Chez Lumia, on a une conviction absolue, c'est que la question de la transformation et des modèles économiques régénératifs doit impérativement se coupler à celle de ce que nous appelons le leadership régénératif. Peut-être un mot, un partage de mon ami Romain Cristofini. Il m'a dit un jour cette réflexion, il m'a dit l'acceptation, l'expression de sa pleine puissance, c'est l'acceptation, l'intériorisation et le rayonnement de sa limitation, de sa limite. Et tant qu'on n'a pas compris ça, qu'on n'a pas cheminé là-dessus, on reste dans l'agitation en fait. Donc il faut aussi cheminer sur ces sujets. Et puis un dernier mot, la régénération, à travers l'action positive qu'elle exerce sur le monde, elle est extrêmement engageante et mobilisatrice. Et c'est Bruno David qui le disait juste avant moi dans la session précédente.
Il dit contrairement au climat où les actions, en fait, l'engagement aujourd'hui, compte tenu de l'inertie du climat, se verra dans longtemps et se dilue dans des enjeux globaux, la question de la biodiversité, la question du vivant est beaucoup plus rapide, intègre beaucoup plus notre expérience sensorielle et est locale. Donc ça veut dire que si on se saisit de cet enjeu, on en voit les bénéfices très vite, ils sont concrets, ils sont dans nos espaces de vie et ils nous font du bien. Voilà. Merci Christophe. Adrien, 1 minute aussi s'il vous plaît. Ce qui serait terrible, c'est que la société du bien-être soit une société avec une nouvelle norme. Donc il faut un débat démocratique autour de ça. Et la question de la joie, elle est importante. Je vais repartir de cette notion de convivialité d'Ivan Illich. La société du bien-vivre, c'est celle où c'est l'homme qui contrôle la machine et pas l'inverse. Pour votre question, j'ai une solution toute simple. Elle existe depuis 2 siècles. Devenez une mutuelle. Merci beaucoup. Axel, si vous pouvez conclure aussi rapidement qu'Adrien. Parce qu'en fait, on a fait aussi mal que nos prédécesseurs. On a 10 minutes de retard. Je suis moins talentueux qu'Adrien, mais moi, je crois beaucoup à la vertu de la créativité et de l'innovation. Et je pense qu'il faut qu'on puisse retrouver ces solutions nouvelles et que l'entreprise peut, en son sein, je dirais, se saisir de ces sujets. Et pour cela, elle doit représenter la société. Et donc, les notions de diversité et d'inclusion doivent être aussi intégrées dans nos modèles de recrutement, dans nos modèles RH, pour pouvoir faire en sorte que cette énergie qu'on retrouve dans la société civile, dans nos quartiers en particulier, on puisse aussi la retrouver et l'intégrer au sein d'entreprises traditionnelles comme la nôtre, mais ça sera facteur de créativité et d'innovation. Merci beaucoup à tous. Merci Anne-Sophie, merci Christophe, merci Adrien, merci Axel. Et bonne suite de congrès donc. Au revoir.